Comment est-ce qu'on a appris à lire une histoire qui n'a jamais été écrite? Comment on fait pour faire parler des pierres, des poteries, des ruines, quand tous les livres restent muets? C'est le voyage qu'on va faire aujourd'hui, à la rencontre de ces pionniers qui, entre la Renaissance et le XVIIe siècle, ont tout simplement inventé une nouvelle science du passé. En fait, tout commence avec un sentiment. Imaginez, au XIVe siècle, des érudits comme le poète italien Pétrarque ressentent pour la toute première fois une vraie rupture avec l'Antiquité. Pour eux, le monde romain, ce n'est plus une simple continuation du passé, non, c'est devenu un paradis perdu, voilé par des siècles qu'ils appellent l'âge des ténèbres. Et cette mélancolie, elle a fait naître une volonté incroyable de reconstituer ce monde, pas seulement avec des textes, mais aussi avec ce qu'on pouvait toucher, les vestiges matériels. Et pour faire ça, une nouvelle figure intellectuelle apparaît sur scène, l'antiquaire. Alors pour bien comprendre la différence, il y a un historien, Arnaldo Momigliano, qui a fait une distinction super importante. L'historien traditionnel, lui, il raconte une histoire, il suit le fil des événements, dans l'ordre. L'antiquaire, c'est complètement différent. Lui, il ne raconte pas, il décrit. Il prend une civilisation, il la décompose en plusieurs parties, la religion, l'armée, la vie de tous les jours, pour étudier chaque partie de manière systématique. C'est une approche radicalement nouvelle. Allez, on plonge dans cette révolution. Et tout part donc de ce sentiment de perte. C'est vraiment Pétrarque qui est le premier, a mis des mots là-dessus et qui a cherché activement à surmonter cette rupture avec le passé. Sa méthode, c'est ni plus ni moins que l'acte de naissance de la pensée antiquaire. Il ne se contentait pas de lire ses livres bien au chaud dans sa bibliothèque. Non, il arpentait les ruines de Rome avec son tite-livre à la main pour essayer de faire correspondre les descriptions aux vestiges qu'il voyait. Il collectionnait aussi les monnaies antiques, pas pour leur valeur, mais parce qu'il disait y voir les vrais visages des empereurs. Le point qui est absolument crucial ici, c'est qu'il est le premier à faire systématiquement ce lien entre un texte et un objet, une ruine. Et en Italie, cette intuition, cette petite étincelle, va très vite se transformer en une véritable science pratique. Les érudits commencent à développer des outils concrets pour observer et analyser le passé matériel de manière systématique. Et là, il y a un nom à retenir, c'est Cyriaque d'Ancône. C'était un marchand voyageur et c'est le premier grand antiquaire de Téhéran. Sa méthode pour l'époque, elle est juste révolutionnaire. D'abord, le principe de l'autopsie, voir par soi-même. C'est la seule base de la connaissance. Ensuite, ses dessins. Attention, ce ne sont pas des vues d'artistes pour faire joli, Ce sont des relevés qui se veulent documentaires, précis. Et enfin, il copie des milliers d'inscriptions, ce qui fait de lui le père de l'épigraphie de terrain. Cette affirmation, elle est incroyable. Pour la toute première fois, quelqu'un ose dire que les objets, les monuments, peuvent être une source d'information plus fiable que les textes les plus sacrés des auteurs anciens. C'est la reconnaissance de la supériorité, parfois, de la source matérielle. Bon, on a la méthode de terrain, mais il faut aussi organiser tout ça. Et c'est là qu'intervient Flavio Biondo. Il va créer le premier vrai manuel thématique de la civilisation romaine. Il décompose Rome en 4 grandes catégories, qui vont d'ailleurs rester la norme pendant plus de 3 siècles. En fait, il ne raconte pas l'histoire de Rome, il en décrit l'anatomie. C'est vraiment la naissance de la science des antiquités. Bien sûr, qui dit nouvelle science, dit nouveau problème. La valeur des antiquités commence à grimper et ça engendre un vrai fléau, la contrefaçon. Le cas le plus célèbre, c'est celui d'Annius de Viterbe. Ce type a carrément inventé des textes et a même découvert de faux artefacts juste pour prouver que sa ville avait des origines mythiques. Cette menace a forcé les antiquaires à développer une méthode critique, à devenir de vrais experts pour distinguer le vrai du faux. Alors, ce modèle antiquaire, il se propage. Il quitte l'Italie et monte vers le nord de l'Europe. Et là, il se heurte à son plus grand défi. Comment étudier un passé très ancien, monumental, comme en Angleterre ou en Scandinavie? Un passé pour lequel il n'existe quasiment aucun texte. C'est la question fondamentale. Que faire quand on est face à des sites comme Stonehenge ou devant les tumulus scandinaves? Les méthodes développées en Italie, qui reposaient sur la confrontation entre les textes et les monuments, eh bien ici, elles ne marchent plus du tout. Il fallait inventer autre chose. Et la solution, elle va venir d'un antiquaire anglais, John Aubrey. C'est le premier à vraiment comprendre que si les livres sont muets, alors il faut trouver un moyen de faire parler les objets eux-mêmes. Il faut que les pierres témoignent. Mais comment? Sa solution est géniale, et elle est au cœur de l'archéologie moderne. Il appelle ça l'Antiquité comparative. L'idée, c'est de classer les objets non pas d'après ce que les textes en disent, mais d'après leur forme.
En comparant les styles d'architecture, les types d'écriture ou même les formes de boucliers sur les pierres tombales, il arrive à créer des chronologies relatives. C'est l'invention de la typologie. C'est une révolution. Donc, si on récapitule, en l'espace de 3 siècles, ces pionniers ont assemblé une formidable boîte à outils pour explorer le passé matériel. Faisons le point sur ces innovations clés qui ont vraiment jeté les bases de l'archéologie. Alors, on a vu le travail de terrain de Cyriaque, la classification thématique de Biondo et la méthode comparative d'Aubray. Mais il manque une dernière pièce au puzzle, une pièce cruciale. Et pour ça, il faut aller en Scandinavie. Et cette dernière pièce, c'est la stratigraphie. C'est un savant suédois, Olof Rudbeck, qui, en fouillant des tumulus, est l'un des premiers à comprendre un truc tout simple mais fondamental. Le sol, c'est comme un livre. Les couches qui sont superposées représentent des moments différents dans le temps, et les plus profondes sont les plus anciennes. La fouille devient alors une sorte de dissection anatomique du temps. Le sol lui-même devient une archive. Alors, au final, quel est l'héritage de ces antiquaires ? Eh bien, leur impact est immense et ils façonnent encore aujourd'hui notre façon de voir le passé. Pour résumer, on peut dire qu'ils nous ont laissé 4 piliers. Premièrement, ils ont établi que les objets sont des sources historiques à part entière. Deuxièmement, ils ont inventé la méthode comparative et la typologie, ce qui est essentiel pour les périodes sans écriture. Troisièmement, ils ont posé les bases du travail de terrain rigoureux. Et enfin, leur travail a mené directement à la création des premiers musées et des premiers services du patrimoine. Cependant, il y a un mais, un grand mais. Ces pionniers restaient prisonniers d'une barrière intellectuelle majeure. Leur cadre de pensée, c'était la Bible, qui donnait au monde un âge d'à peu près 6000 ans. Ils avaient les bons outils pour étudier la préhistoire, mais ils ne pouvaient tout simplement pas concevoir son immense profondeur dans le temps. Et c'est là qu'on va laisser notre histoire. Les antiquaires nous ont donné les clés pour déchiffrer le langage des choses. La question qui va tout faire basculer au XIXe siècle, notamment grâce à la géologie, ce sera donc « Que se passe-t-il lorsque ces objets se mettent à raconter une histoire bien plus ancienne que toutes celles qu'on n'avait jamais pu imaginer ?»